Oui, alors ça va être effectivement avec grand plaisir parce que on va le voir, hein, c'est un sujet, les trois sujets qu'on va voir sont des sujets de société aujourd'hui qui sont très prégnants dans nos esprits à tous, hein. Donc on va parler d'abord de la décarbonation ou décarbonisation. On va parler ensuite d'éco-conception et enfin on va parler de lutte contre les pandémies. Alors c'est vraiment des sujets qui sont très présents à l'esprit aujourd'hui. Donc je suis très content de cette séance et je pense on va avoir des choses très intéressantes. Donc je demande à Jean-François Sigris de venir pour présenter donc le premier papier sur la décarbonisation. Merci Philippe. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là. J'ai noté 113e session ATMA, en fait c'était en 2004 et ma première participation à l'ATMA, donc voilà. Près de 20 ans après, je suis content de vous présenter ce sujet donc autour de la décarbonation du maritime, plus précisément autour du projet du modèle CAP 2050, donc un modèle qu'on a développé avec Erwan Jacquin dans le contexte de MIT 2050. Donc slide suivante s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que MIT 2050? C'est une initiative qui fait suite aux travaux de la coalition T2EM avec la prise de conscience de l'importance de la décarbonation pour le secteur maritime et de la nécessité de se rassembler, de travailler ensemble autour de ces sujets-là. Et depuis 2 ans, on donne une connotation un peu plus opérationnelle aux travaux qui avaient été portés par cette coalition d'acteurs nationaux sur l'ensemble de la chaîne de valeur du maritime, qui est de travailler au sein d'un institut dans lequel on pourrait porter ensemble des projets, partager de l'information, des données aussi, et diffuser la connaissance et favoriser les innovations. Donc concrètement, MIT 2050 s'est créé en statut d'association en juillet dernier et nous sommes en train de mettre en place les premiers projets. Donc voilà, je ne vais pas parler trop de l'Institut, mais ça vous donne le cadre dans lequel on s'inscrit. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, la décarbonation du maritime, sur le maritime spécifiquement, c'est quelque chose de nouveau. C'est l'un des derniers secteurs via l'OMI qui a adopté des mesures assez ambitieuses en termes de réduction, mais un peu en retard par rapport à d'autres filières. Et donc c'est un défi historique pour la filière. Ça pose des problèmes à différents niveaux. Pour fixer quelques chiffres, je ne vais pas détailler tout ça, vous pourrez le regarder sur le slide, mais le maritime, c'est 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. 6e pays émetteur si tout le maritime était un pays. Donc c'est assez conséquent, à peu près à part égale avec l'aérien. Des objectifs réglementaires, une prise de conscience peut-être un peu plus tardive dans cette filière, mais très ambitieuse. Et cet été, l'OMI a révisé sa stratégie de réduction des gaz à effet de serre, imposant des objectifs réglementaires très ambitieux pour l'ensemble de la filière, auxquels viennent s'ajouter des objectifs de l'Europe et d'autres, des objectifs nationaux. Dans un contexte où le maritime, vous le savez, mais peut-être peu de nos concitoyens le savent, c'est prégnant pour l'économie en général. 80% des importations, exportations de la zone européenne, ça passe par le maritime, avec des enjeux énergétiques forts également, puisque la consommation d'énergie du maritime mondial, c'est 3000 TWh. Donc on y reviendra, vous verrez dans le modèle. Et puis le décarboner, en tout cas développer des solutions qui vont contribuer à la réduction des gaz à effet de serre de ce secteur. Ça coûte, selon une étude du Boston Consulting Group, environ 2000 milliards de dollars dans les années qui viennent à l'échelle mondiale. Donc c'est vraiment colossal. Et puis sur le secteur maritime, la transition va être assez complexe à réaliser parce qu'il y a une multitude de segments de flotte, il y a des usages très variés, il y a de nombreuses solutions. On ne va pas avoir la solution, allez, on électrifie les camions, les voitures, on passe à l'hydrogène sur le maritime, vous le sentez, vous le savez. Ça va être plutôt une myriade de solutions qui vont s'additionner sur un même porteur et sur des segments de flotte très différents. En gros, il y a 3 grands leviers sur lesquels on peut agir pour décarboner le maritime. Il va y avoir des leviers d'efficacité, à la fois énergétique, donc c'est améliorer finalement
on va dire des performances des navires, hein, l'hydrodynamique, l'aérodynamisme, etc. Améliorer les opérations. Il va y avoir tout un volet qui va concerner la réduction du contenu en CO2 de l'énergie avec une palette de solutions, biocarburants, e-carburants, l'électrification, y compris la propulsion vélique. Et il y aura un autre volet qui est étudié également autour de la sobriété, c'est-à-dire réduire les vitesses de navigation avec des impacts assez conséquents sur le trafic maritime et un impact sur l'économie. Et la difficulté, donc slide suivant, la difficulté vient aussi du fait que comparé à d'autres mobilités, en particulier l'aérien ou le terrestre, la gamme de navires est extrêmement diverse et couvre des échelles de consommation énergétique et de puissance embarquée beaucoup plus larges que sur les autres mobilités. Bon, voilà. Donc, ceci étant, donc bon, vous saisissez la complexité. Et donc, du coup, il va falloir opérer des choix. Et on est dans un environnement encore où la réglementation n'est pas forcément, elle est en train de se stabiliser, mais elle n'est pas forcément entièrement connue. Les performances qu'on peut attendre de différence de ces solutions sont pas bien établies encore, on va le voir tout de suite là, et il y a énormément de solutions qui restent encore à basse maturité à inventer et on n'a pas encore la disponibilité assurée, en particulier de carburants alternatifs comme des bio et des e-carburants. Donc en fait, pour tous les acteurs de la filière, que vous soyez un armateur, que vous soyez un bureau d'études, que vous soyez un énergéticien, voire l'État, vous posez des questions sur ce qu'il est possible réalistement d'atteindre, à quelle échéance. Et pour cela, un outil de modélisation, c'est un élément important pour la quantification et la prise de décision. Et donc nous on pense au sein de MIT qu'il est important qu'on se dote au niveau national d'un outil de modélisation qui puisse permettre de faire des projections sur les gains qu'on peut obtenir en termes de réduction de consommation des émissions et également des ressources qu'on doit allouer pour atteindre ces objectifs. Slide suivant. Alors ça, on n'a pas une idée géniale parce qu'en fait, on regarde juste ce qui se passe à côté. Les autres filières nationales, voire la filière maritime dans d'autres pays, se sont dotés de tels outils de modélisation. L'aérien, avec l'ONERA, a développé des modèles qui servent à des arbitrages, à établir des trajectoires. Pour citer qu'un exemple, mais également le fluvial s'est également doté de ce type d'outils. Et sur le maritime à l'échelle internationale, le centre danois, piloté par l'armateur Maersk, a développé son propre outil. Il faut savoir aussi que cet outil-là, ce type d'outil, permet aussi de produire des données, permet aussi d'influencer les politiques. Donc il y a à la fois une composante très scientifique qui nous intéresse, mais il y a aussi une composante d'influence qui est associée à ces outils. Donc voilà, on pense que c'est pertinent et c'est l'objet du projet CAP 2050 qu'on porte depuis 12 mois, on va dire. Et avec Erwan, on a pris l'initiative de développer un premier modèle. Alors, je vous disais, il y a nécessité de consolider des données sur la transition énergétique du maritime. Ça, c'est la littérature, ça vous montre sur l'ensemble des principaux leviers de décarbonation, la réduction des émissions qu'on peut attendre. Et vous voyez qu'en fait, aujourd'hui, on a des intervalles de variation de ces performances qui sont assez larges, qui vont dépendre de plein de choses, hein, mais en particulier du type de navire, en particulier de la solution technique. Quand on regarde, et j'ai fait le travail pendant de longues semaines avec des étudiants, les données qui sont disponibles par exemple sur les facteurs d'émission des carburants, qu'ils soient les facteurs d'émission liés à la consommation à bord du navire ou des facteurs d'émission qui sont liés à la production de ces biocarburants, on a également une grande variabilité de données. Et il y a certains carburants qui sont présentés entre guillemets comme vertueux, par exemple l'hydrogène. On se rend compte si on fait une analyse de cycle de vie complète, aujourd'hui, si vous produisez de l'hydrogène avec de l'électricité d'origine thermique, votre bilan carbone est assez désastreux. Voilà. Donc il y a besoin de consolider ces données. Cette première modélisation qu'on a proposée, donc c'est le modèle global de CAP 2050. Et en gros, on prend des données globales sur les technologies,
leur date de disponibilité, les gains qu'on peut obtenir, l'adoption qu'on peut raisonnablement espérer dans le temps sur un ensemble de flottes. À partir de ces données, des modélisations mathématiques assez simples. En gros, c'est une règle de 3. Je m'en suis à peu près sorti. Je connaissais pas le sujet, mais je me suis à peu près sorti avec la règle de 3. Et puis un certain nombre d'hypothèses qu'on va pouvoir prendre pour définir et quantifier des scénarios de transition énergétique. Slide suivante. Par exemple, donc on prend une flotte. La philosophie de la modélisation, c'est prendre une flotte de référence constituée d'un ensemble de navires à laquelle est associée une énergie consommée, un nombre de navires, une durée d'exploitation, une croissance possible liée à la croissance du trafic maritime. On va modéliser les innovations technologiques, c'est-à-dire leur performance, gain en consommation, en émissions, en construction neuve, en rétrofit, en fonction de la disponibilité, la maturité ou les taux d'adoption. On va également modéliser des mesures opérationnelles, c'est-à-dire le nombre de fractions de flotte, la fraction de la flotte qui serait concernée, avec tel niveau de réduction de vitesse, une date de déploiement, des gains qu'on peut obtenir. Et puis également, on modélise la possibilité de rétrofit, c'est-à-dire une partie de la flotte en service qui va bénéficier de certaines de ces innovations. Donc voilà, on fait différentes hypothèses. C'est assez simple. En plus, bon, pour l'instant, c'est des évolutions linéaires dans le temps. Et on se projette de 2022 à 2050. Slide suivante. On prend des données sur les énergies, globalement des facteurs d'émission, la maturité, leur vitesse de déploiement, les rendements de production aussi pour estimer les ressources nécessaires. Des données, des hypothèses sur les coûts, des hypothèses sur la réglementation, en regardant quelles sont les trajectoires demandées. Et sous Excel, on intègre tout ça dans différents modules de calcul. C'est vraiment une philosophie assez frustre, on va dire, mais on peut faire dire beaucoup de choses à ce type de modélisation. Slide suivante. Voilà, donc avec ça, on peut étudier différents scénarios, c'est-à-dire jouer sur, par exemple, la date d'apparition de telle ou telle technologie, la disponibilité de telle ou telle énergie, et produire différents scénarios. Donc, ça, vous avez une vision synoptique des différentes données qu'on peut sortir. Et ce travail de modélisation, on l'a consolidé avec l'ensemble des acteurs de la filière dans le cadre des travaux de la feuille de route de décarbonation du maritime. Travail qui a été réalisé, donc porté par la DG AMPA, donc les affaires maritimes, et le cluster maritime français, avec l'ensemble des acteurs de la filière, pour produire des scénarios et estimer les besoins pour la filière. C'était quelque chose qui était requis dans le cadre de la loi climat et résilience, plus spécifiquement son article 301. Toutes les filières proposaient à l'État des feuilles de route sur la décarbonation. Donc c'est ce type de travail qu'on a réalisé et je vais vous en montrer un exemple. Donc c'est le scénario de référence qui a été retenu par la DG AMPA et le Commissariat général au développement durable, voilà, et comme cas d'usage. Donc on prend des grandes hypothèses de ce scénario. Alors c'est des hypothèses que je qualifie de réalistes parce qu'on se fonde sur des données en tout cas connues aujourd'hui. Mais pour un scénario ambitieux, ça c'est moi qui le dis, voilà, et vous allez voir pourquoi. On estime que la flotte nationale, elle a un besoin en énergie de à peu près une trentaine de térawattheures, 27,7. On reviendra sur ces hypothèses. C'est extrêmement compliqué, soit dit en passant, de savoir quel est le besoin de la flotte française. Non, slide précédente. Voilà. On suppose des hypothèses de croissance de cette quantité d'énergie, une durée de vie moyenne de navires de 25 ans, 600 navires concernés. Avec ça, on va définir un navire moyen, on n'est pas encore à segmenter la flotte. Et puis, par exemple, des hypothèses d'introduction des e-carburants à 2028, un déploiement de 15 ans, des biocarburants voilà, avant les e-carburants, et puis différentes hypothèses portant sur des plans de rétrofit de la flotte, et puis par exemple le déploiement de systèmes de captation de CO2. On fait, donc avec ces hypothèses, on voit comment évolue le mix énergétique à 2050, la part fossile, bio, e-carburant et électrique, donc des hypothèses consolidées avec différents experts de la filière, et puis différents gains qui vont être obtenus, donc en réduction des émissions de la consommation avec différents
voilà, levier activable, et sur une part de la flotte qui peut varier. Donc, voilà le type de données. Avec la propagation le vieillissement des navires, l'entrée de nouveaux navires, les rétrofits, on a une idée des caractéristiques et des consommations des consommations et des émissions, entre autres, qui sont attendues donc sur la période d'observation jusqu'à 2050. Concrètement, on est allé jusqu'à 2075, ça ne veut pas dire grand-chose, mais voilà. Une vision, au moins on développe une vision à 2050. Donc ça est suivante. Sur la consommation d'énergie, donc on montre que effectivement avec cette stratégie où on remplace progressivement des carburants fossiles par des biocarburants et des e-carburants, on économise une quantité d'énergie assez importante par rapport aux besoins projetés. Et qu'on passe de 27,7 à 26,5 TWh de besoins énergétiques en 2050. Et à horizon 2030, 2040, 2050, le modèle nous permet de faire la part des grands leviers dans la réduction dans les évolutions de la consommation. Donc la flotte, elle est en croissance, donc elle va avoir tendance à consommer plus d'énergie, c'est ce que vous voyez en bleu marine. Le changement d'énergie, lui, va pas s'accompagner de réduction probante de la consommation, même si on change un moteur fossile en des moteurs des motorisations plus efficaces. C'est pas un levier qui est important. En revanche, les innovations technologiques, c'est-à-dire tout ce qui va permettre de réduire la consommation, c'est le levier principal, devant également la réduction de vitesse, une mesure qu'on fait rentrer progressivement au cours du temps. Voilà, et donc des gains de levier. Ok. Ensuite, on a une estimation de l'évolution des émissions. Le même principe. On voit qu'on arrive à une courbe, donc c'est ambitieux parce que l'idée c'est de respecter la réglementation de l'OMI, y compris d'être à peu près en phase avec les trajectoires plus 1,5 degré, plus 2 degrés du GIEC. Et puis de la même façon, on voit la part de que chacun des leviers permet de gagner en termes de réduction des émissions. Là, effectivement, le levier changement d'énergie, la réduction du contenu CO2 est vraiment très prégnant. Donc on est capable également de calculer un certain nombre d'autres données comme l'intensité carbone des carburants, l'intensité carbone de la flotte, et on voit que ce scénario il fait un peu mieux que la réglementation européenne et que la réglementation OMI. C'est pour ça que c'est un scénario très, très ambitieux. Slide suivante. Si on compare ce scénario de référence avec la littérature, on est à peu près en phase avec ce qu'on trouve dans des feuilles de route ou dans des études similaires qui ont été réalisées au niveau international. Après, il faudrait rentrer dans le détail, mais on a un scénario, en tout cas en termes de réduction des émissions, qui est dans les intervalles de ce qu'on peut trouver, et puis peut-être un peu moins ambitieux en termes de réduction de l'intensité carbone. Tout ce travail-là restera à consolider. Slide suivante. Voilà, donc il y a effectivement différentes limitations au modèle actuel. Alors on les a listées, on va peut-être en garder pour la discussion. Voilà, mais la modélisation de la flotte, alors je vais en prendre allez, je vais prendre Allez, la modélisation de la flotte. Du coup, on a une flotte globale. En fait, on aimerait travailler un modèle beaucoup plus précis où on déclinerait ce type d'approche, mais par segment de navire. Pareil, par exemple, pour la modélisation des émissions, on est limité à une grandeur moyenne. Avec un facteur d'émission constant, on aimerait bien être beaucoup plus réaliste, prendre en compte des évolutions possibles de ces facteurs d'émission. Troisième cas également, on est limité dans cette modélisation à une approche en forecasting, c'est-à-dire on définit des paramètres, on observe. On pourrait travailler avec un objectif imposé, respecter le budget carbone, par exemple, par rapport aux recommandations du GIEC et la part que le maritime pourrait prendre, atteindre des objectifs et trouver les paramètres qui permettent de les atteindre. Bref, on a fait toute une liste.
Un point important, ça je fais, hop, elle est où Gaëlle? Voilà, ça fait référence à la présentation qui suit. On a également besoin de modéliser l'empreinte carbone de la construction des navires pour intégrer ça dans notre modèle, puisqu'à un moment donné, si on veut conserver les capacités de transport du navire, vous baissez la vitesse, vous baissez vos capacités de transport. Si on veut les maintenir, il va falloir introduire de nouveaux navires, et le trade-off entre le coût de la construction et de l'exploitation de ces navires versus le gain doit être consolidé, et donc on va avoir besoin vraiment de développer ou d'avoir des données concernant la modélisation de l'empreinte carbone. Bref, on a plein d'idées pour améliorer le modèle au bénéfice de la filière, c'est l'esprit dans lequel on travaille. On a également des limites, on pourra en discuter, je le garderai pour les questions, mais on a des limites sur les hypothèses de ce scénario, en particulier sur la quantité ou la croissance de l'énergie à décarboner. Je garde ça pour les questions. Suivant. Et voilà, on veut faire de ce projet donc un projet structurant pour la filière, ça c'est l'inscription dans l'avenir. Dans le cadre de MIT, on a travaillé sur une proposition de programme navire et port zéro émission, donc qui propose une approche globale de ce qu'il faudrait faire, et on veut se servir de ce modèle-là. Je pense que ce modèle, des modélisations, slide suivante, vont être très importantes, puisqu'à un moment donné, à partir du moment où on va consolider au sein de la filière les gains des différentes performances, on va pouvoir actualiser ces trajectoires de décarbonation. Donc on veut faire de cet outil un outil beaucoup plus polyvalent et générique, et on a commencé à travailler donc, dans le cadre de cet Institut MIT pour proposer un projet beaucoup plus global qui devrait partir, on l'espère, début d'année prochaine, pour développer une modélisation voilà, beaucoup plus fine de ces trajectoires et permettre de répondre à des questions beaucoup plus larges que celles qui ont été abordées ici. Voilà, je suis allé un peu pas de charge, mais ça laisse, je pense, du temps pour des questions. Voilà. À la lecture du papier, en fait, j'avais tellement de questions, j'ai du mal à choisir celle que j'avais posée. Mais en fait, ce que j'ai noté et qui m'a frappé, c'est que pour arriver à vraiment décarboner, l'un des principaux leviers, c'est finalement le passage au e-carburant. On l'a vu que c'était très haut dans la liste des gains là. Mais au final, ce e-carburant, il vient d'où? Parce que voilà, dans le papier, on parle de 41 térawattheures, je crois, qui doivent être utilisés pour produire les 27 dont on a besoin pour faire avancer la flotte. Alors, ils sont produits comment? Sans être eux-mêmes carbonés. C'est la bonne question. C'est l'objet de ce modèle, c'est justement d'estimer les ressources dont on pourrait avoir besoin pour atteindre des objectifs. Selon notre modèle, et il a plein d'incertitudes, donc j'ai aucune prétention de dire que ça va être la vérité, mais ça donne des ordres de grandeur. Les ordres de grandeur qu'on voit, c'est que les besoins en électricité décarbonée, effectivement, les besoins en énergie décarbonée vont être assez conséquents compte tenu des rendements actuels de production. On obtiendra de l'hydrogène décarboné si on le produit par exemple avec de l'électricité. Si on le produit avec de l'électricité nucléaire, en gros, selon nos estimations, il faudra 2050, on est dans des hypothèses hautes, même si on divisait ces chiffres par 2, pour vous donner quand même l'effort, nous on les estime à 43 TWh. La production de la meilleure centrale française aujourd'hui, qui est la centrale de Civaux, c'est 11 TWh par an. Donc ça veut dire qu'il faudrait, pour satisfaire les besoins du maritime national, mobiliser 4 centrales. Donc, parmi les 6 prochains EPR décidés par Emmanuel Macron là, cette année ou l'année précédente, la moitié pour le maritime. C'est un scénario absolument pas réaliste. Et donc ça montre que l'accès à l'énergie va être quelque chose de très prégnant dans la décarbonation. Autre alternative, 30 champs éoliens type Saint-Nazaire. Voilà, donc... Oui, oui. Oui, oui, vous avez raison. Oui, absolument, vous avez raison. On n'a pas
actuellement pris en compte. C'est pas évident d'avoir ces données-là, mais justement, c'est pour ça que ce travail-là, qui était un travail préliminaire, on souhaite l'approfondir avec des données plus réalistes, et en particulier sur des analyses OPEX-CAPEX de différentes solutions, quoi. Donc, introduire cette notion-là, oui, c'est quelque chose qu'on envisage de faire. Voilà, tout à fait. Oui, en tant que vice-président de MIT 2050, j'aimerais faire un petit complément. L'exposé qui est ici montre la complexité du problème et donc la nécessité d'aborder les choses le plus rationnellement possible pour ne pas, en se fixant sur une solution qu'on trouvera géniale techniquement ou économiquement ou autre, passer totalement à côté de la difficulté et de la complexité du problème. Donc, dans ce sens-là, effectivement, l'outil développé par MIT est quelque chose d'absolument essentiel pour guider, que ce soit les services de l'État ou les industriels eux-mêmes, vers des solutions raisonnables et réalistes. Maintenant, le problème est peut-être encore un peu plus complexe que ce qui a été présenté ici, parce que les décisions ne se prendront pas uniquement sur un bilan carbone. Les solutions, qui est derrière le bilan carbone, il y a bien sûr un bilan énergétique, on vient d'en parler, il y a un bilan économique. Combien ça va coûter telle solution par rapport à telle autre pour un armateur ou pour un énergéticien? Qu'est-ce que ça va représenter du point de vue économique et industriel, avec derrière des investissements considérables? Et puis, il y a encore d'autres problèmes. Il y a les problèmes de l'emploi. Si je prends par exemple une filière comme la filière de la pêche, aujourd'hui, vous le voyez dans les journaux, les pêcheurs se sentent poussés dans un corner sans issue. Il faudra bien traiter le problème social. Et au-delà du problème social, notre problème de souveraineté alimentaire. Est-ce qu'on continue à importer tout le poisson que l'on mange alors que l'on a le deuxième espace maritime mondial? Ce sont des problèmes qui rentrent en compte là-dedans et qu'il va falloir aussi considérer. Des problèmes de souveraineté des approvisionnements. Quelle flotte veut-on avoir? Les 4 centrales nucléaires nécessaires pour fabriquer le carburant que l'on utilise en France. On les aura peut-être pas en France, ces 4 centrales nucléaires. Elles seront construites ailleurs, peut-être en Chine, peut-être ailleurs. Donc, on va recréer des dépendances énergétiques dont on a vu les conséquences avec le pétrole. Depuis un siècle, toutes les guerres ou presque ont tourné autour du problème du pétrole. On va créer de nouvelles dépendances. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est finalement, on parle de 2500, 3000 milliards de dollars. On parle de quantité d'énergie considérable. En fait, la conclusion de tout ça, c'est qu'on s'apprête à changer de monde. C'est bien ça qu'il faut intégrer. Le transport maritime de demain, que sera-t-il? Il faut qu'on arrive à imaginer de quoi seront composées les flottes, de quoi sera composés les échanges intercontinentaux. Et tout ça, nous avons quelques années pour imaginer et construire ce nouveau monde. Donc je pense qu'on a là un challenge absolument considérable. Je suis tout à fait d'accord, Alain. Pour paraphraser Niels Bohr, que tu connais, l'art de la prédiction est une chose bien difficile, surtout en ce qui concerne le futur, c'est vrai. Mais c'est le père de la mécanique quantique, donc les incertitudes, il savait ce que c'était. Mais je pense, comme toi, que au moins d'essayer de se projeter de manière rationnelle permet aussi peut-être pas de prendre toutes les bonnes décisions, en tout cas de prendre les moins pires. Pour rebondir aussi, dans le modèle, on a estimé 27 TWh. Pas évident de savoir quels sont les besoins dont la flotte nationale, en tout cas la flotte qui sert l'économie nationale, a besoin. Si vous regardez les données, le décompte officiel qui est fait par le CITEPA et qui transmet les chiffres à l'État, c'est pas 27 TWh, c'est 5 TWh. Pourquoi? Parce qu'on se fonde sur de l'énergie vendue en France et on affecte une part de cette énergie au transport national. Mais en affinant les chiffres et en mobilisant les experts de la filière, on est arrivé à ces 27 TWh, mais peut-être que cette énergie dont on a besoin en France, elle n'est pas bien estimée. Si on relie, aujourd'hui c'est le cas,
le transport maritime avec la croissance de l'économie. Il y a une corrélation quasi parfaite. Donc si on estimait le besoin d'énergie français à partir de la part du maritime français dans, alors le reporting MRV, c'est le reporting des émissions, des consommations au niveau européen, on arriverait à 52 TWh. Et si on prenait notre part du PIB dans l'économie mondiale, et donc la part sur les 3000 TWh, on arriverait à 76 TWh. Donc là, c'est plus 4 dans le calcul, c'est 8, l'équivalent de 8 réacteurs. Demain, bon, ok, dans le maritime, on soude beaucoup à l'étranger, d'accord, mais dans un moment où les énergies seront décarbonées, seront sans doute accessibles en quantité limitée, est-ce que le soudage sera accessible à tout le monde et à n'importe quel prix? Pas forcément sûr. Donc, ça illustre simplement ton propos. Et oui, je pense qu'on rentre dans un autre monde. L'idée aussi dans Mythe et autour de ces modélisations, c'est de les enrichir en termes... là, je suis resté sur les choses les plus scientifiques, on va dire, physiques, hein, l'énergie et le CO2. Mais derrière, on a des modules de calcul de coûts, on peut faire des analyses de coûts carbone, etc., ce qu'on va lancer. Donc effectivement, on va élargir cette vision à partir des modélisations aux autres aspects qu'a évoqué voilà. Nathalie. Je voulais aussi effectivement intervenir sur les chiffres qui sont présentés et dire plusieurs choses. D'abord, on constate effectivement besoin de beaucoup d'électricité décarbonée. Alors, soit on arrive à l'avoir en France complètement décarbonée, parce que quand tu as parlé de cette énergie, pardon, et qu'elle arrive du bout du monde, si le transport qu'il a utilisé est plus ou moins carboné, on est de nouveau dans le même problème. Donc, la question qui a été posée tout à l'heure, c'est où est-ce que ça arrive? Ça m'amène à une question. Est-ce que la DGENPA et l'État est conscient de cette capacité de bouger, je sais que c'est une galère, de bouger l'objectif de décarboner complètement entre 2035 et 2050, parce qu'on n'y arrivera pas. Ça, c'est mon premier point. Okay. Et deuxième point, je trouve que quand on parle de décarbonation, il faut intégrer le fluvial, et notamment les ports et le report modal. Parce qu'en fait, plus on va être au cœur des villes, moins on aura le transport carboné aussi en France, indépendamment du maritime. Oui. Donc je trouve que c'est très bien la réflexion de nous que fait actuellement, mais peut-être aussi se poser la question du report modal et du fluvial en même temps. Oui, alors, oui, alors, totalement d'accord. Je ne vais pas répondre à la place de la DGENPA. L'idée, c'est de les guider dans... où on produira les données. Hein. Enfin, l'idée, c'est qu'on produise des données et les décideurs décident. Je pense qu'au vu de ces chiffres-là, oui, il y a un côté, on se rend compte du côté potentiellement irréaliste des objectifs, donc peut-être devrait en ce sens. Mais c'est pas, enfin, je suis pas dans les arcanes de ces décisions-là. Sur le report modal, oui, et sur les changements d'usage, oui. Peut-être que demain on aura plus de transport entre pays au sein d'un même continent pour éviter des camions qui viennent d'Angleterre, qui vont jusqu'en Espagne, on passera peut-être par la mer. Et oui, l'idée c'est aussi d'inclure les besoins du fluvial. Donc, dans le cadre du projet CAP, là, dont j'ai parlé, qui va consister à améliorer et à étoffer ces modélisations, on va travailler avec l'IFPEN qui a produit des scénarios pour le maritime, donc, pour le fluvial, pardon. Donc on va intégrer cette dimension. Modéliser le report modal, alors dans toute la liste, là, la lettre au Père Noël de ce qu'on doit faire, on compte le faire. Je suis pas inquiet, moi, sur ce qu'on peut obtenir avec des modélisations avancées. On a une tâche à faire qui est beaucoup plus grande que ce que les partenaires d'un projet sont capables de financer. Voilà, mais donc on a ça dans les tuyaux, d'avoir une vision la plus globale possible des problèmes et le transport maritime en lien avec les autres modes en lien avec les autres mobilités. Voilà. Merci, je suis dispo si vous voulez évoquer le sujet au café ou ailleurs. Merci. J'y compte bien. Maintenant, j'ai demandé à Gaël Rousseau donc de venir nous